On considère une fonction f de classe C2 définie sur l'intervalle a plus l'infini et on suppose que sur cet intervalle, f et sa dérivée seconde sont bornées. On va montrer qu'à ce moment-là, la dérivée première f' est également bornée sur l'intervalle a plus l'infini. Pour cela, on va utiliser la formule de Taylor-Lagrange. Appliquée à f entre les points x et x plus h, où h est un réel strictement positif. On obtient donc que pour tout x dans l'intervalle a plus l'infini, pour tout h strictement positif, f de x plus h est égal à f de x plus f' de x fois h plus f seconde de c indice x virgule h fois h carré sur 2, où c indice x virgule h est compris strictement entre x et x plus h. Alors à partir de cette formule, on va extraire une majoration pour f' de x. On obtient que f' de x, c'est égal à 1 sur h facteur de f de x plus h moins f de x moins f seconde de c indice x h fois h carré sur 2. On peut mettre des valeurs absolues. Et utiliser l'inégalité triangulaire. Valeur absolue de f de x plus h sera majorée par m0, valeur absolue de f de x également, et valeur absolue de f seconde de c indice xh sera majorée par m2, puisque m2 est un majorant de valeur absolue de f seconde. On obtient donc que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 2 m0 sur h plus m2 sur 2 fois h. Cette inégalité est vraie pour tout x compris entre a et plus l'infini. Elle est également vraie pour tout h strictement positif. Donc si on note ici la fonction auxiliaire phi de h, si on fait le tableau de variation de la fonction phi, qui est donc définie sur 0 plus l'infini ne comprenant pas 0, la fonction est d'abord décroissante puis croissante. Elle atteint son minimum ici au point 2 racine de m0 sur m2. Puisque cette inégalité est vraie pour tout h, c'était vrai en particulier pour h égale 2 racine de m0 sur m2. Donc pour tout x plus grand que a, valeur absolue de f' de x est plus petit que phi de 2 racine de m0 sur m2, qui est égal à 2 racine de m0 m2. On a donc obtenu un majorant de valeur absolue de f'. Considérons maintenant une fonction g définie sur 0 plus l'infini de classe C2 et on suppose que g de x tend vers 0 en plus l'infini et que la dérivée seconde de g est bornée. Donc on va noter m2, un majorant de valeur absolue de g seconde. On va supposer que m2 est strictement positif. Et montrons que dans ce cas-là, g' de x tend vers 0 en plus l'infini. Alors, on va utiliser la définition de g' de x tend vers 0 en plus l'infini, en commençant par fixer un epsilon strictement positif. Et on va choisir un h0 strictement positif, tel que
m2 sur 2 fois h0 soit inférieur ou égal à epsilon sur 2. Alors, ça veut dire qu'on choisit h0 tel que h0 soit plus petit que epsilon sur m2. On peut toujours choisir un tel h0, on le fixe. Et maintenant que h0 est fixé, on va utiliser l'hypothèse que g de x tend vers 0 en plus l'infini. Alors g de x tend vers 0 en plus l'infini. Ça entraîne que pour x assez grand, donc pour x plus grand que a, pour un certain a qui va dépendre de epsilon, donc dire que x est plus grand que a, ça entraîne que valeur absolue de g de x est plus petit que h0 sur 2 fois epsilon sur 2. Autrement dit, le sup pour x appartenant à l'intervalle a plus l'infini de valeur absolue de g de x est inférieur ou égal à h0 sur 2 fois epsilon sur 2. Alors, notons m0, ce sup. On a donc m0 de m0 sur h0 plus petit que epsilon sur 2. Maintenant, si on regarde ce qu'on a ici, cela nous permet d'appliquer le résultat trouvé dans les questions précédentes. On va appliquer la majoration obtenue pour la dérivée à la fonction g sur l'intervalle a plus l'infini. Alors vérifions que les hypothèses sont bien satisfaites. G est bien de classe C2 sur a plus l'infini. G seconde est bornée en particulier sur a plus l'infini. Et G est aussi borné sur a plus l'infini par m0. C'est exactement la définition de m0. On obtient donc que quel que soit x strictement plus grand que a, valeur absolue de g' de x est plus petit que 2m0 sur h0 plus m2 sur 2 fois h0. Ce terme-là, par construction de h0, est plus petit que epsilon sur 2. Ce terme-là, d'après le choix qu'on a fait de petit a, est également plus petit que epsilon sur 2. Donc la somme est plus petite que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est-à-dire epsilon. Regardons ce qu'on a montré. On a fixé epsilon strictement positif. On a trouvé un petit a, tel que pour tout x plus grand que a, valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à epsilon, ce qui signifie exactement que g' de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voici un autre résultat du même type qui fait lui aussi appel à une formule de Taylor. On suppose que f est une fonction de classe C3 sur R et que f de x a une limite finie en plus l'infini et que sa dérivée de troisième tend vers 0. On va montrer que alors sa dérivée première et sa dérivée seconde tendent aussi vers 0 en plus l'infini. Pour cela, on commence par fixer deux réels, h1 et h2 strictement positifs. On suppose h1 différent de h2. Et on va appliquer la formule de Taylor-Lagrange à f entre x et x plus h1, ce qui va donc donner f de x plus h1 égale f de x plus f' de x fois h1 plus f seconde de x fois h1 au carré sur 2 plus f dérivée troisième
d'un certain petit c indice x fois h1 au cube sur factoriel 3, où petit c indice x appartient à l'intervalle x plus h1. Et faisons de même entre x et x plus h2. On obtient ainsi une deuxième équation, f de x plus h2 égale f de x plus f' de x fois h2 plus f seconde de x fois h2 au carré sur 2 plus f dérivée troisième d'un certain réel qu'on va noter d indice x fois h2 au cube sur factoriel 3, où d indice x appartient à l'intervalle x plus h2. On cherche une information sur f' de x et f seconde de x qui apparaissent ici et là. On a en fait en quelque sorte un système à deux équations et deux inconnus étant f' de x et f seconde de x. On peut donc réécrire cela sous la forme suivante. f' de x plus h1 sur 2 fois f seconde de x égale, donc on passe tous les autres termes de l'autre côté, on a divisé par h1, donc 1 sur h1 facteur de f de x plus h1 moins f de x moins f dérivée troisième de cx fois h1 au cube sur factoriel 3. Et même chose pour la seconde ligne, qui donne f' de x plus h2 sur 2 f seconde de x égale 1 sur h2 facteur de f de x plus h2 moins f de x moins f dérivée troisième de d indice x fois h2 au cube sur factoriel 3. Alors, pour alléger un petit peu les notations, on va noter cette première expression a indice 1 de x et celle-là a indice 2 de x. Et on peut résoudre le système. Si on remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première, cela permet d'éliminer le f' de x et on obtient f seconde de x égale 2 sur h2 moins h1 facteur de a2 de x moins 1 de x. Et la première ligne devient donc f' de x égale a1 de x moins h1 sur 2 fois f seconde de x. Alors regardons comment cela nous permet d'obtenir les limites de f seconde et f' de x en plus l'infini. Ici, x tend vers plus l'infini. Donc c'est indice x qui est toujours plus grand que x tend vers plus l'infini, et de même d indice x tend aussi vers plus l'infini. Dans cette expression-là, h1 est fixé. Cette quantité-là, c indice x tend vers plus l'infini, donc f dérivée troisième de c indice x tend vers 0, par hypothèse. F de x plus h1 tend vers L et f de x tend vers L. Donc toute cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et de la même façon, a2 de x tend aussi vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On a donc f seconde de x qui est égale à une constante fois une quantité qui tend vers 0 moins une quantité qui tend vers 0. Donc f seconde de x tend en plus l'infini vers 0. Si on reporte dans la première ligne, a1 de x tend vers 0, et on vient de montrer que f seconde de x tend aussi vers 0, donc f' de x tend en plus l'infini vers 0. On pourrait montrer de la même façon que si, plus généralement, f est de classe Cn, qu'on suppose que f a une limite finie en plus l'infini et que sa dérivée énième tend vers 0, alors toutes les dérivées intermédiaires tendent vers 0 en plus l'infini.